Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. La banque est un maillon essentiel dans le financement de la croissance économique. Malgré la surliquidité des institutions financières au Cameroun, l'accès au crédit reste assez faible, ce qui plombe le développement, notamment des PME. Pourquoi les banques ne prêtent-elles pas assez? Comment améliorer le système bancaire pour accroître sa capacité à financer l'économie réelle? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa go to Doha. Abakal Mahamad, bonjour. Bonjour, M. Tani. Vous êtes le directeur général de BGFI Bank Cameroun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par faire connaissance avec vous. Donc, vous êtes directeur général de BGFI Cameroun depuis 2019. Vous avez fait vos études au Cameroun, du moins une partie, licence en sciences économiques à l'université de Ngaoundéré, notamment en économie monétaire. Et ensuite, vous avez une maîtrise en sciences économiques, encore, option économie, mathématiques et économétrie. Ça, c'est à l'université de Yaoundé 2 à SOA. Puis, vous poursuivez votre formation en France où vous décrochez tour à tour un master en management financier à la Sorbonne, puis un MBA en haute finance à l'Institut des hautes finances de Paris. Par la suite, vous allez commencer une carrière professionnelle, d'abord comme directeur commercial chez NetServe Sal. Alors, c'est quoi cette entreprise? Écoutez, NetServe Sal, c'est une entreprise qui vendait des autocoms de marque Siemens. Oui. Les autocoms, c'est du matériel qui permettait aux hôtels et aux entreprises de dispatcher le signal téléphonique dans plusieurs endroits. Donc, vous y avez été directeur commercial. Tout à fait. Ensuite, vous allez partir chez Advance Cameroun, où vous avez été chargé des relations avec la clientèle. Votre carrière dans la banque commence également chez Afriland First Bank, où vous êtes analyste de crédit chez Afriland First Bank, puis chez EcoBank, où vous êtes gestionnaire des comptes. Vous entrez à la BGFI en février 2011 et vous allez gravir les échelons. Tour à tour, vous commencez d'abord par responsable de l'agence Ruby, puis vous y êtes directeur des réseaux, puis directeur général adjoint et ensuite directeur général depuis octobre 2019. Et il faut dire que vous êtes âgé de 40 ans. Tout à fait. Joli parcours que le vôtre. Hein? Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la banque au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler du rôle de la banque dans le financement de la croissance économique. Alors, quand j'introduisais cette émission, je parlais effectivement de quelque chose qu'on entend régulièrement. On parle de surliquidité des banques et en même temps, les gens ont du mal à accéder au crédit. Alors, qu'est-ce que l'argent fait dans vos coffres forts alors que le peuple en a besoin? Écoutez, M. Taniesi, je vous dirais que c'est une vue de l'esprit. Oui. Nous n'avons pas d'argent dans nos coffres. Je vais vous expliquer de manière simple comment ça se passe. Nous collectons de la ressource des épargnants, c'est-à-dire des dépôts. Aujourd'hui, dans le système bancaire camerounais, nous avons à peu près 5 800, 5 900 milliards collectés. Nous faisons du crédit. Nous avons à peu près 3 900 milliards de crédits accordés à la clientèle. Nous avons 2 000 milliards ou 1 800 qui tournent tout autour. Comment ça se passe, la banque? La banque, nous sommes des commerçants. Oui. Nous prenons de l'argent des épargnants, nous accordons du crédit
C'est-à-dire, nous rentabilisons cet argent-là. La banque, c'est le seul commerçant qui vend ce qui ne lui appartient pas. Oui. Quand vous allez au marché et que vous voulez vendre de l'eau, vous achetez de l'eau, ça vous appartient et en plus vous vendez. Mais chez nous, la seule différence, c'est que l'argent que nous vendons ne nous appartient pas. Oui. Ça vous appartient encore. Oui. C'est votre argent. L'argent des épargnants. L'argent des épargnants. Donc nous avons l'obligation, en très bon père de famille, de gérer cet argent-là, de rentabiliser cet argent. Donc, aujourd'hui, lorsque je vous présente la situation du crédit, nous sommes à 5 800 milliards, je vous disais. La situation des dépôts. Nous avons collecté 5 800 milliards. Nous sommes à 4 000 milliards à peu près de crédit. Nous avons 1 900 milliards, 1 800 milliards, tout autour. En faisant le calcul, vous allez me dire, vous avez à peu près 2 000 milliards dans vos coffres, monsieur le directeur général. Absolument. Je vous dirais non, pour une raison simple. Quand nous allons collecter des dépôts, nous payons pour collecter des dépôts. Et quand nous allons vendre de l'argent, c'est-à-dire faire du crédit, nous encaissons des intérêts qui nous permettent de faire notre marge d'intérêt. Imaginez que nous avons 1 800 ou 2 000 milliards collectés qui dorment dans nos coffres. Vous allez à la fin de l'année vous rendre compte que toutes les banques vont être déficitaires. Parce que de manière simple, sur l'argent que nous avons collecté, nous payons, mais nous n'arrivons pas à placer cet argent-là. Mais comme toutes les banques ne sont pas, à part quelques-unes, toutes les banques ne sont pas déficitaires, vous comprenez que cet argent n'existe pas. Donc, qu'est-ce que les banques font? Nous devons rentabiliser cet argent. Le mot sur liquidité dont vous faites allusion et que je dis c'est une vue de l'esprit, c'est parce que les banques ont investi ces 2 000 milliards-là dans d'autres projets. Nous avons investi ces 2 000 milliards dans les OTA, c'est-à-dire les obligations du Trésor, dans les BTA, les bons du Trésor, et dans les emprunts obligataires des États. Nous le faisons pour une raison simple. Parce que par ces États-là et par ces instruments-là, nous allons relancer l'économie. Parce que si vous regardez bien le tissu économique, l'ensemble des PME ne vivent que, ou pour la plupart, de la commande publique. Et lorsque les États ont l'argent, la commande publique est relancée. Donc lorsqu'on fait tout ce schéma-là, on se rend compte, effectivement, qu'il n'y a pas d'argent dans les coffres des banques. Donc il n'y a pas de liquidité. Alors il n'empêche qu'il y a quand même des études assez sérieuses qui ont démontré que le niveau de crédit par rapport au PIB dans les États d'Afrique subsaharienne est assez faible, autour de 30 à 40%. Cela signifie qu'on ne donne pas assez de crédit à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les individus, les petites PME. Et donc la question est pourquoi il n'y a pas suffisamment de crédit qui est donné? Le crédit, c'est un risque. Le crédit, c'est un risque. J'entends bien. En tant que banquier, notre rôle est de gérer ce risque-là, c'est-à-dire l'argent des épargnants que nous devons rentabiliser. Sinon, on serait à chaque carrefour de chaque ville pour distribuer du crédit à tous les Camerounais. Mais ça ne va pas être orthodoxe, ça ne va pas répondre à notre obligation de rentabiliser l'épargne publique. Ce qui se passe, c'est simple. Aujourd'hui, il y a un déficit en termes d'octroi de crédit, mais qui s'est beaucoup amélioré. Ce déficit était beaucoup plus criard il y a 10 ans. Aujourd'hui, les PME accèdent au crédit de manière plus ou moins souple dans les banques. Ce qui s'est passé avant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système bancaire en Afrique, et beaucoup plus au Cameroun, et dans d'autres pays assez différents. Nous avons beaucoup plus de personnes qui évoluent aujourd'hui dans l'informel. Dans l'informel. Quand on parle d'informel, ça veut dire que le banquier n'a aucune information fiable sur le secteur. Et lorsque vous n'avez pas une information fiable, vous ne pouvez pas donc prendre le risque d'aller investir dans ce secteur-là. Mais par contre, les banquiers ont développé des produits qui peuvent répondre à ce segment-là. C'est pour ça que je vous dis l'offre de crédit s'est améliorée. Parlant des PME, l'offre de crédit aux PME, de manière simple, c'est parce que les banquiers n'ont pas beaucoup d'informations sur ces PME-là. Aujourd'hui, lorsqu'une PME a un projet, je prends un exemple pour qu'on se comprenne. Pour qu'on soit plus concret. Pour qu'on soit plus concret. Lorsque vous avez un projet, vous voulez construire une usine de transformation de manioc, moi, banquier, je serai le premier à vous encourager parce que ça va apporter une certaine valeur ajoutée et parce que ça va avoir un impact sur les populations. Mais alors, il faudrait plusieurs éléments. Que vous-même, M. Tanier, qui portez le projet, ayez la crédibilité nécessaire auprès du banquier.
c'est-à-dire que vous avez des états de service irréprochables. Si vous aviez, dans votre vie antérieure, été mêlé à une histoire qui est un peu compliquée, le banquier aura du mal à vous faire confiance. Je parle déjà de vous, le promoteur. Absolument, oui. Ensuite, après le promoteur, nous revenons sur le projet lui-même. Il faudrait que le projet soit bancable, c'est-à-dire que le projet dégage suffisamment de résultats pour pouvoir intégrer le remboursement du crédit qui est donné. Parce que, comme je vous le disais, l'idée, c'est de faire rembourser le crédit que nous donnons. Je vous ai parlé tout à l'heure d'à peu près 4 000 milliards de crédits accordés, mais sans vous dire que les crédits non remboursés, aujourd'hui, se situent à peu près à 750 milliards de CFA dans notre pays. Oui, ça veut dire qu'il y a un gros déficit en termes de remboursement. Il y a un gros déficit en termes de remboursement. Et pour nous, les banquiers, nous avons ce que nous appelons des analyses sectorielles, c'est-à-dire secteur par secteur. Aujourd'hui, nous pouvons prendre une analyse liée au bois, une analyse liée à une usine de transformation, de cacao, de ceci. Lorsque nous avons quelques promoteurs de PME qui sont défaillants dans un secteur, pour nous, les banquiers, tout ce secteur-là devient un secteur à risque pour nous. C'est-à-dire qu'une personne ou alors une petite poignée a plombé tout un secteur. C'est pour ça que le crédit, on parle de responsabilité individuelle. Lorsque vous allez prendre un crédit dans une banque, au-delà de vous-même, sachez que vous entraînez avec vous une bonne partie de la population qui répond à vos critères. C'est-à-dire que si vous faites faillite, vous dans votre PME, et que plusieurs dans ce secteur-là font pareil, on n'aura plus la capacité d'aller donner du crédit à d'autres dans ce même secteur-là. Ça, c'est pour les PME. Tout à fait. Au-delà donc de la personne, comme je disais, au-delà du projet lui-même, il y a donc l'impact sur la vie sociale des populations. Aujourd'hui, moi, je suis plus à même à financer un projet qui développe des villages, qui apporte de l'électricité, par exemple, dans les villages, que de financer un projet qui est lié à une montée d'un satellite au ciel. Donc, voilà, donc nous, on fait des arbitrages, et lorsque vous avez donc 2 ou 5 ou 6 personnes qui se plaignent, vous vous dites, l'accès au crédit est difficile. Alors, ça veut dire qu'il y a clairement une crise de confiance entre les banquiers et ceux qui sollicitent les banques et la population. On ne pourrait pas dire une crise de confiance, parce qu'une crise... Parce que si vous parlez, par exemple, de près de... Quand je fais des calculs rapides, vous avez pratiquement 3 000 milliards qui ne sont pas remboursés. Non, aujourd'hui, on a 700 milliards. 700 milliards non remboursés sur à peu près 4 000 milliards de crédits accordés. Absolument, absolument. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a quand même une crise de confiance qui demeure. Tout à fait. Le taux de créance compromise aujourd'hui au Cameroun est assez élevé. Vous avez suivi l'actualité avec moi, quelques banques qui étaient en difficulté. Quand les banques deviennent en difficulté, c'est parce que le taux de remboursement du crédit devient assez compliqué dans ces banques-là. L'État a dû intervenir pour certaines, pour restructurer. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui importe, c'est de préserver l'épargne du public. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure, quand vous expliquiez le problème de financement d'un certain nombre de projets, vous parliez du risque. Alors, est-ce qu'il n'est pas possible pour les banquiers que vous êtes de partager le risque avec ceux qui viennent vers vous, avec votre clientèle? Il y a un partage de risque que vous pouvez quand même essayer, non? Partage de risque avec le client qui arrive. Ben, le client, déjà, c'est un risque. Nous sommes dans un environnement aussi qui est risqué. Peut-être ce que je pourrais dire pour qu'on puisse avancer assez sereinement là-dessus, c'est de dire que on doit comprendre que le crédit, c'est l'affaire de tous. Une personne peut entraîner la défaillance de plusieurs. Et un secteur peut remettre en cause toute une économie. Aujourd'hui, lorsque vous avez le secteur du bois qui a été touché il y a quelques années, quelle qu'en soit votre clarté ou bien votre volonté pour exceller dans ce secteur-là, vous aviez quand même des réticences des banquiers pour vous accompagner. Tout à fait. Donc, de manière globale, chacun doit se dire que si je prends un crédit, je suis assez responsable pour comprendre que le non-remboursement de ce crédit-là peut faire en sorte que plusieurs autres après moi ne bénéficient pas du crédit. Concrètement, un jeune vient vers vous, il a une idée lumineuse,
et il a besoin de 100 millions de francs CFA pour financer une idée lumineuse. L'idée a été bien concrétisée avec un business plan qui est correct, le plan, vraiment un dossier qui est vraiment correct. Est-ce qu'il y a des chances pour lui d'obtenir les 100 millions pour financer son projet? Déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que nous, les banquiers, nous adorons les idées lumineuses. Oui. Mais après, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que ça reste seulement une idée lumineuse. Oui. Il faudrait que ça soit mis en place. Au-delà de l'idée lumineuse que le jeune peut avoir, notre rôle à nous, c'est de l'accompagner dans le montage de son projet. Oui. De manière simple, nous avons nos indicateurs lorsque nous analysons un projet pour nous rassurer que ce projet peut être rentable. L'idée peut être lumineuse, mais le projet non rentable. Oui. Il y a une différence. Oui. Si l'idée est lumineuse et le projet non rentable, moi, le banquier, ça ne m'intéresse pas. Oui. Parce que j'ai le devoir, comme je vous disais tout à l'heure, de protéger l'épargne et de rentabiliser cette épargne-là. Donc, je vais aller investir dans un projet qui n'est pas rentable. Donc, l'idée peut être lumineuse, mais il faudrait que, au-delà de l'idée, il faudrait que le projet soit rentable. Oui. Et le projet ne peut être rentable que lorsque les études ont été bien menées, lorsque le secteur est bien connu et que nous-mêmes, les banquiers, nous avons pu accompagner ce jeune-là en aidant à faire des tableaux de trésorerie, en faisant un business plan dans lequel on va bien lire que le projet va être rentable dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fonction de cela, nous pourrons donc adapter le crédit qui viendra ne pas asphyxier le jeune, mais plutôt l'amener Alors, l'avant. Je pose la question autrement. Est-ce que quelqu'un peut venir vers vous avec une idée bien montée, avec un joli business plan, un projet qui est novateur, qui est capable de rapporter de l'argent? Il n'a pour seul investissement que son idée, vraiment bien décrit sur le papier. Est-ce qu'un gars comme ça a des chances d'être financé, franchement? Non, au-delà d'avoir des chances, c'est qu'il est déjà financé. Parce que c'est tout ce que nous demandons. Oui. Parce que justement, pardonnez-moi, quand je préparais cette émission, beaucoup estimaient que les banques, vous êtes restés dans un vieux schéma qui consiste à dire qu'on ne prête qu'aux riches. Et donc, il est difficile pour un jeune qui n'a pas un seul sou en banque, qui n'a pas de garantie suffisante, et vos garanties, c'est généralement le titre foncier, ainsi de suite, mais il a une idée lumineuse, capable de révolutionner un secteur. Est-ce qu'un type comme ça est capable de recevoir des financements d'une banque? Je rappelle que dans une vie antérieure, vous avez été gestionnaire chargé du crédit. Tout à fait. Donc, c'est des cas que vous avez énormément rencontrés. Ce que je veux déjà vous dire, c'est que les banquiers ne financent pas la garantie. Oui. Vous pouvez avoir la meilleure garantie du monde, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse en tant que banquier. La garantie, elle est de manière subsidiaire. C'est quelque chose qui arrive lorsque tout le projet nous intéresse d'abord. Oui. Il faut dire que la garantie ne peut être qu'une pression psychologique que nous mettons sur le client. Mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord le projet. Tout à l'heure, lorsqu'on fait le calcul et qu'on regarde que nous avons collecté 5 900 milliards, nous avons fait 4 000 milliards de crédit, nous avons 2 000 milliards que nous devons investir. Nous allons investir dans les emprunts obligataires, dans les OTA, dans les BTA, mais qui n'ont pas un impact direct sur l'économie, qui n'ont pas une rentabilité forte. Oui, sauf que là, votre partenaire, c'est l'État. C'est notre partenaire, c'est l'État. Donc, le risque est zéro. Voilà, le risque est zéro. On est bien d'accord. Oui. Mais nous ne sommes pas assez rentables dans ces opérations-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que les 2 000 milliards au-dessus soient affectés à des projets comme ce que vous êtes en train de dire. Oui. Moi, personnellement, j'ai en ce moment à peu près 20 startups que j'ai pris et que j'ai commencé à financer avec des idées vraiment lumineuses, comme vous dites, mais avec des montants qui ne sont pas aussi élevés, parmi lesquels il y a une ou deux qui opèrent dans l'audiovisuel, comme vous. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on ait un impact sur les populations et qu'on puisse avoir un projet sérieux, que nous-mêmes, on soit sérieux. Le promoteur, parce que tout pour moi se résume là-dessus, que le promoteur soit sérieux. Et ensuite, lorsque tous ces indicateurs-là sont là, le banquier ne peut que financer. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans l'idée ancienne où il fallait absolument un titre foncier, il fallait absolument une garantie, un parrain. Ça peut exister. Mais la preuve, lorsque les banques prennent les titres fonciers et le crédit se passe mal, les 700 milliards de crédits dont je vous parlais tout à l'heure, la plupart ont des titres fonciers. Mais pour réaliser une garantie,
ah ben, je vous donne 5 ans ou 6 ans ou 2 fois 10 ans pour réaliser une garantie. Donc, ce n'est pas quelque chose pour laquelle nous allons courir. L'idée pour nous, c'est d'avoir de très bons projets comme ça et de les accompagner. Oui. Alors, on est justement, évidemment, quand on parle des problèmes de la banque au Cameroun, on essaye de poser le problème de manière assez globale, bien sûr. Alors, beaucoup... Aujourd'hui, quand on observe le secteur bancaire, on a l'impression que vous avez essayé dans le fonctionnement, vous me corrigerez si je me trompe, dans le fonctionnement des banques au Cameroun, que vous calquez un peu ce fonctionnement-là sur ce qui se passe en Occident, sur le modèle occidental, qui n'a rien à voir avec les réalités culturelles, économiques et sociales de chez nous. Aujourd'hui, les gens vont plus vers les tontines pour chercher de l'argent plutôt que directement vers les banques. Et les tontines sont en train d'exploiter quelque chose chez vous qui est assez faible. C'est d'abord la rapidité d'exécution dans les tontines, la confiance. Il y a pratiquement pas de garantie. Et voilà. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'en prendre de la graine sur la bonne vieille tontine de chez nous? Je vous dirais d'abord que la banque telle qu'elle se passe en Occident, elle est bien différente de la banque telle qu'elle se passe ici en Afrique. L'Occident, la différence avec l'Afrique, c'est qu'il y a un phénomène que l'Occident n'a pas, c'est-à-dire la symétrie d'information. En Occident, si M. Jean-Bruno Tagne prend un crédit, le banquier dort tranquille. Parce que quel qu'en soit le cas, il sait où vous trouvez. Oui. Vous êtes localisable Oui. à tout moment en Europe. En Europe, à la différence en Afrique, les banquiers courent vers les individus Absolument. pour leur octroyer du crédit. Oui, absolument. Parce qu'en Europe, tout est balisé pour que vous ne vous échappez pas des mailles. Oui. Les impôts, les banques, l'État, la sécurité sociale, on vous trouve à la minute près où vous vous trouvez. Oui. D'accord? Oui. Mais lorsque vous venez dans notre organisation africaine, vous voyez bien que, commençons même par nos rues. Lorsque je veux aller chez M. Jean-Bruno Tagne, Oui. vous allez m'indiquer, vous allez passer par tel carrefour, descendre. Oui. Alors que lorsque vous arrivez en Europe, Le petit manguier qui est au carrefour. le petit manguier, la dame qui vend le les beignets et tout cela, tout c'est ça. assez compliqué. Donc. Lorsque vous allez en Europe, il suffit que vous donnez 32 rues de je ne sais pas trop quoi, et vous arrivez chez l'individu. Oui. Il est localisable. Oui. Nous avons donc un gros problème en Afrique, Donc l'adressage, c'est aussi un problème. qui est un problème d'adressage. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans les 700 milliards dont je vous parle, de crédits qui ne sont pas remboursés, beaucoup se sont volatilisés, ont disparu de la circulation. Oui. D'accord? Aujourd'hui, moi, j'ai des cas où je n'arrive plus à localiser mon débiteur. Parce que il s'est volatilisé, mais il continue de faire des activités un peu partout, mais on n'arrive pas à mettre la main sur lui. En Europe, ce n'est pas possible d'avoir ce genre de système. Oui. Mais c'est en train d'être amélioré. Aujourd'hui, lorsque vous regardez par exemple la Direction générale des impôts, lorsqu'on vous parle du numéro d'identifiant unique, ça concourt à identifier les individus, à les localiser. Ça concourt à les localiser. Absolument. Ça concourt à les identifier. Lorsque nous aurons terminé ce processus-là, mais les banques seront comme en Europe. Aujourd'hui, lorsque vous parlez par exemple de tontines, et que le crédit est plus facile aux tontines, c'est tout à fait normal. Oui. C'est normal parce que lorsque vous allez bien analyser le crédit qui vous est octroyé à la tontine, aujourd'hui, moi je ne suis pas adepte, mais les adeptes de tontine nous parlent d'à peu près 2% par mois. Oui. Prenez 2% par mois et multipliez par 12. Si vous faites un an avec cet argent, vous êtes à 24% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, le taux d'intérêt des banques est régi par la loi. On a ce qu'on appelle le taux effectif global de crédit qui ne doit pas dépasser un certain seuil. C'est contrôlé par la Banque centrale. Et ce seuil-là? Ce seuil-là, aujourd'hui, varie entre 14 et 15%. 15% Très bien. de taux d'intérêt effectif global. Oui. Ce taux d'intérêt effectif global englobe l'ensemble des frais qui sont liés au crédit. Pas seulement le taux d'intérêt, l'ensemble des frais. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le taux d'intérêt de la banque aujourd'hui, elle se situe entre 8 et 10% en moyenne. Lorsque vous allez chez les tontines, vous êtes à 24% par an. Lorsque je peux prêter à quelqu'un à 24% et que je sais très bien que s'il ne me rembourse pas, je sais où il habite, vous savez comment ça se passe dans les tontines quand on ne rembourse pas. On va embêter maman, on va embêter le papa, on va embêter les amis. Et à la fin, ça marche. Oui. Voilà. Mais les banques n'ont pas encore cette force pour le faire. Nous, on a un processus.
Monsieur Jean-Bruno Train, vous venez chez moi, vous prenez du crédit, vous ne remboursez pas. J'ai tout un processus qui passe par les mises en demeure, les sommations à payer et tout le reste. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je dois saisir le juge. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans la même lignée. C'est pour ça que le taux d'intérêt là-bas peut être à 24%. Alors, on parle également d'un faible taux de bancarisation au Cameroun. Alors, à quoi cela est-il dû et quelles en sont les conséquences maintenant dans le fonctionnement des banques? Je pense que aujourd'hui, le taux de bancarisation au Cameroun doit tourner autour de 28,8, moins de 30% à peu près. C'est extraordinairement faible, ça. Moins de 30%. Il y a quelques années, nous étions à 12%. Il y a quelques années, nous étions à 12%. Mais c'est encore très faible. C'est très faible, C'est très faible pour des pays comme le Cameroun, de manière comparée avec des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, où c'est encore un peu plus élevé. Ce taux de bancarisation est faible parce que les banques, je pense, ne sont pas allées vers les populations. Absolument. Pour que ce taux de bancarisation s'améliore, je pense qu'il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire d'abord la proximité. Oui. Il faudrait que le système de retail banking soit beaucoup plus poussé dans l'ensemble des banques, c'est-à-dire qu'on aille au plus proche des populations dans les villages. Ensuite, pour que ce taux de bancarisation soit amélioré, il faut que les produits bancaires soient diversifiés. Absolument. D'accord ? Il faudrait que les banques travaillent à cela. Mais aujourd'hui, le premier point, c'est de se rapprocher des populations, c'est-à-dire ouvrir des agences au plus proche des populations, rendre la banque comme quelque chose de classique. Oui, une banque de proximité. Une banque de proximité. Dans nos villages, on a encore comme l'impression que la banque, c'est un luxe. C'est pour l'élite. C'est pour l'élite. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, en termes de thésaurisation, des montants élevés qui sont gardés sous les matelas, qui sont gardés à la maison. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est que vous sortez un certain montant du circuit économique. Donc, l'argent que vous avez à la maison ne produit plus rien. Parce que, un, ce n'est pas dans une banque, ça ne vous produit pas des taux d'intérêt. Oui. Et de deux, ce n'est pas dans le système économique, donc ça ne permet pas à l'économie de progresser. Absolument. Donc, du fait que vous avez thésaurisé de l'argent chez vous à la maison, vous avez tué une partie de l'économie. C'est à ça que nous combattons aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons vers le retail banking pour ouvrir beaucoup plus d'agences et pour être beaucoup plus proche des populations. Alors, et justement, là, vous êtes en train de corriger quand même ce qui a été pendant longtemps une faiblesse des banques, notamment au Cameroun, où vous êtes resté dans une position très confortable. Vous attendez que les gens viennent mettre leur épargne et ensuite vous tournez avec cet argent-là sans aller vers les gens. Vous parliez de ce qui se passe ailleurs où le simple fait, le jour même où vous venez de signer un contrat de travail à durée indéterminée quelque part, le lendemain, les banquiers sont devant votre porte pour essayer de vous proposer du crédit. Alors, est-ce que il y a vraiment une réelle volonté de la part des banquiers d'aller vers les Camerounais et de leur proposer un certain nombre de services? Quand on regarde, même dans l'acquisition des biens et services chez nous au Cameroun, il y a beaucoup de cash. Ailleurs, même pour acheter un téléphone portable, c'est le crédit. Tout à fait. Monsieur Jean-Bruno Tagne, je prends, vous qui avez été longtemps proche du monde du foot, je prends un exemple qui est simple. Lorsque vous êtes joueur professionnel en Europe, lorsque vous signez votre premier contrat, toutes les banques sont à vos portes. Voilà. On vous offre une voiture, un téléphone, une maison, tout ça à crédit. Oui. D'accord? Mais est-ce que vous pensez vous-même que je peux faire le même système ici, au Cameroun? Parce que ce joueur de foot qui est là, demain il disparaît, je ne sais pas là où il est. En Europe, vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous êtes Mais dans ce cas, est-ce que vous ne pouvez pas faire garantir les crédits par un certain nombre d'institutions? Les assurances peuvent garantir des crédits, par exemple, non? Ailleurs, assurances et banques vont de pair. Ça se passe. Voilà. Aujourd'hui, on a des organisations comme le FAGAS, comme Propaco, comme AGF, qui garantissent une partie du crédit. Le ministre des Finances, Paul Métazé, a aussi mis en place un fonds de garantie d'à peu près 200 milliards pour financer les PME. Nous nous appuyons sur ces éléments-là pour faire progresser notre encours de crédit. Il faut dire que nous avons un vrai problème au Cameroun et en Afrique de manière générale qui est lié à ce problème d'adressage, d'asymétrie d'information. Le jour où nous allons traverser cette étape-là, pour vous dire que si M. X étant à Kousséri, à Maroua, je sais exactement où le trouver en temps réel, vous allez voir que les banques vont courir, comme en Europe,
vers les clients pour leur donner des crédits, mais à des taux faibles. Mais pour revenir à votre question sur le retail banking et sur les produits bancaires, c'est pour ça que je disais toujours, dans le secteur bancaire, la concurrence est une très bonne chose. Absolument. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Quand moi, je commençais ma carrière, il y avait 8 banques ou 9. Bientôt, nous serons à 19. Oui. 19 banques. Oui. 18 depuis hier avec... Et il y en a une autre qui vient d'être créée. Qui vient d'être créée. Absolument. La multitude de banques fait en sorte que, nous allons résoudre d'abord le problème que vous dites tout à l'heure sur la bancarisation. Oui. Ensuite, nous allons offrir beaucoup plus de produits aux populations et l'État va nous accompagner de 2 manières. L'État va nous accompagner, premièrement, en faisant en sorte qu'il y ait un adressage bien complet dans nos villes avec des individus qu'on peut localiser à tout moment et au niveau du ministère de la Justice pour que lorsque les contentieux arrivent, que nous puissions recouvrer assez rapidement. C'est pour ça qu'on met tout ça dans le climat des affaires. Lorsque c'est amélioré, les banques se portent bien. Alors, est-ce que vous risquez à terme, Abakal Mahamad, de ne pas vous faire coiffer au poteau par de nouveaux acteurs qui sont en train de faire leur entrée dans le système économique et financier africain et surtout camerounais, les fonds d'investissement, qui, eux, vont au-delà de ce que font déjà les banques en essayant de partager les risques avec ceux qui viennent obtenir des financements pour leurs projets? Non, il faut dire que... Vous êtes en danger, hein? Non, pas du tout. C'est complémentaire. Oui. C'est complémentaire. Nous, les banquiers, lorsque nous allons financer des très gros projets, nous faisons appel aux fonds d'investissement. Oui. Les fonds d'investissement en Europe, beaucoup plus liés aux fonds de pension, retraite, et à certaines fortunes, peut être assimilé un peu. Ici, par exemple, notre Caisse nationale de prévoyance sociale, il y a beaucoup de dépôts, mais à très long terme. Lorsque nous devons financer des projets à long terme, plus ou moins 7 ans, 8 ans, par là, nous faisons appel à ces fonds d'investissement-là. Ces fonds d'investissement ont des dépôts où des gens ont déposé de l'argent sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Ils ont une certaine stabilité. Oui. La différence avec nous, c'est que vous, M. Jean-Claude Taillé, lorsque vous venez ouvrir un compte, vous mettez dans votre compte d'épargne 2, 4, 5 millions, vous pouvez les retirer à tout moment. Mais comme je vous disais, c'est votre argent que nous prenons pour financer les projets. Mais si vous pouvez retirer votre argent à tout moment, je ne peux donc pas prendre cet argent-là pour financer un projet sur 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Lorsque vous allez venir réclamer votre argent, j'aurai un problème dans ma comptabilité. Absolument. Voilà. C'est pour ça que sur les longs termes, on est complémentaire avec ces fonds d'investissement. Ce n'est pas de la concurrence. Alors, donc, il y a une complémentarité, dites-vous, entre les fonds d'investissement et les banquiers que vous êtes. Alors, pour que ce soit beaucoup plus pratique, parce qu'il y a beaucoup de jeunes investisseurs qui ont besoin de financement, pour que ce soit beaucoup pratique, quand vous asseyez en comité pour attribuer un crédit, quels sont les éléments qui sont importants à vos yeux? Tout à l'heure, vous avez parlé d'un business plan, la capacité du projet à pouvoir être rentable et tout. Quels sont les éléments essentiels que vous recherchez dans un dossier? Je pense que vous avez vous-même donné un peu les éléments de réponse. Oui. Lorsque j'analyse, moi, un projet, je commence par analyser le porteur du projet. C'est très important. Au-delà du projet, on finance l'homme qui est derrière le projet. Vous pouvez m'apporter le même projet, vous, M. Taillé, et un autre, je décide de vous financer, vous, et pas lui. C'est le même projet. Mais parce que j'estime qu'en vous, j'ai beaucoup plus confiance et que par ailleurs, vous avez un état de service qui me permet de m'adosser sur vous pour me dire que ce projet va être bien mené. Déjà l'homme. Ensuite, de manière, on va dire, de secondaire, nous allons financer, donc nous allons analyser le projet en lui-même. Quelles sont les rentabilités du projet? Le projet, est-ce qu'il est rentable la première, la deuxième, la troisième année? Est-ce que les hypothèses de rentabilité sont bien calculées? Est-ce qu'aujourd'hui, l'étude du marché a été bien faite? Est-ce que ce n'est pas un projet qui va venir être un projet de plus? Ou bien c'est un projet qui va être différent? Qui va être novateur. C'est un projet qui va toucher une partie de la population assez rapidement. Est-ce qu'il y a un marché? Au-delà du marché, maintenant, est-ce que le projet en lui-même, la production qui est faite, est dans les normes? Est-ce que c'est de bonnes machines? Est-ce qu'il y a une assistance technique? Est-ce qu'en cas de panne, nous analysons
tout ce processus-là. Et à la fin, nous pouvons donc ajouter quelques éléments qui sont liés à l'environnement, quelques éléments qui sont liés à l'impact social, quelques éléments qui sont liés à quelques risques aujourd'hui qui sont peut-être des risques liés à l'éboulement de terrain, des risques liés à la situation même géographique du projet. Donc, nous analysons toute cette partie. Mais tout ça commence par l'homme en lui-même. Si l'homme n'est pas assez sûr, n'est pas assez fiable, n'est pas crédible, tout l'ensemble que je viens de citer tombe d'abord à l'eau. Parce que pour moi, je n'analyse plus. C'est quand j'ai terminé avec l'homme et que j'ai confiance en l'homme qui est devant moi que je commence dans l'analyse technique du projet qui va passer par les machines, par la production, par le marché, par les hommes, par la politique commerciale de l'entreprise, par la politique de distribution, par les moyens mis en œuvre pour la distribution et par le marché. Est-ce que ça existe pour absorber le produit? Voilà. Alors, combien de temps s'écoule entre le moment où vous recevez le dossier de quelqu'un qui a besoin d'être financé et le moment où vous décidez effectivement de mettre de l'argent sur son compte? Non, je pense que tout ça dépend. Ça dépend de plusieurs choses. Lorsque nous parlons, par exemple, de financement à des particuliers, on a parlé, c'est la période, on a parlé, par exemple, des crédits scolaires, ça se fait en 72 heures. Oui, bon, il paraît que le crédit scolaire, c'est ce que vous donnez le plus facilement. Ça, c'est assez rapidement. Ça se fait en 72 heures. Maintenant, lorsqu'on va sur des projets liés à des PME, nous, ce qu'on fait, nous descendons sur le terrain aussi, avec le promoteur, pour qu'on discute avec lui, qu'on analyse avec lui ce projet-là. En fonction des retours, des éléments que nous avons sollicités du projet, je peux vous dire aujourd'hui qu'en un mois et demi, vous avez une décision. Maintenant, ça dépend des banques. Oui, justement, parce que quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec pas mal d'hommes d'affaires, de jeunes entrepreneurs et tout, qui se plaignaient de beaucoup de lenteur chez vous. Enfin, quand je parle de chez vous, je veux dire chez les banquiers. Chez les banquiers, globalement, de beaucoup de lenteur. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez un accord de financement et le moment où vous avez effectivement du cash, parfois il s'écoule beaucoup de temps. À quoi cela peut-il être dû? Oui, cela peut s'expliquer parce qu'entre le moment où vous avez un accord de crédit et le moment où vous avez le déblocage du crédit, il y a toute une autre phase au milieu. La phase qui est au milieu, c'est la phase de mise en place des garanties ou de mise en place de tous les covenants qui existent dans votre dossier du crédit. Je vous prends un exemple plus simple parce qu'il faut qu'on soit terre à terre. Vous avez obtenu le financement de votre PME pour faire une centrale solaire, par exemple. On vous dit, OK, il faut que le matériel que nous avons financé soit nanti. Il faudrait, par exemple, que le site sur lequel vous êtes soit hypothéqué au nom de la banque. Ça prend encore du temps. Ça dépend plus du banquier. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent à ce niveau-là. Les notaires, les impôts, et les greffes et tout le reste. Donc là, ça dépend plus du banquier. Mais tout ça dépend des banques et tout ça dépend aussi de tout ce qu'on a mis comme condition préalable au décaissement du crédit. Mais pour une petite PME, je pense, sans donner, je veux dire, une fausse information, on peut tenir dans un mois. Alors, quel est le taux de garantie que vous pratiquez, par exemple, sur un crédit? Le taux d'intérêt. Enfin, de garantie aussi, je veux dire, par exemple, parce que j'ai cru comprendre que dans certaines banques, lorsque vous demandez un crédit, par exemple, pour financer un projet qui vaut 100 millions, vous devez apporter une garantie qui soit égale ou supérieure au montant que vous demandez. Parfois, on vous demande votre rapport personnel qui est de 30%, ajouter à ça un certain nombre d'autres garanties. Donc, je voudrais voir jusqu'où peuvent aller les demandes en termes de garantie que vous exigez. Non, je veux vous dire qu'il n'y a pas une réalité préétablie. Dans ce sens-là, il n'y a pas une réalité préétablie. Tout ça dépend. Lorsqu'un banquier vous demande, moi je me mets à la place du banquier qui est en face de vous, lorsqu'il vous demande votre rapport personnel, c'est qu'il sent que votre implication dans le projet n'est pas à la hauteur de ce que lui attend. Mais moi, j'ai financé des projets industriels à très grande échelle où l'apport était déjà bien ficelé. On parle de l'apport en terrain, de l'apport en certaines machines, mais on n'est pas obligé d'apporter quelque chose en numéraire. En numéraire, d'accord. Donc, tout ça dépend du projet et tout ça dépend du banquier. Donc, et tout ça dépend du risque qu'on met en face. Si le banquier se rend compte qu'il n'a pas totalement confiance en l'homme, il essaye de mettre des garde-fous
pour que l'argent des épargnants soit préservé. Oui. Je vais vous proposer, Abakal Mahamad, de regarder cette réaction. Nous sommes allés à la rencontre du directeur général de Confex Oil, chef d'entreprise bien sûr, qui nous parle de son rapport avec la banque. Je vous propose de regarder cette réaction et nous revenons juste derrière. BOA go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. BOA go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31, à Yaoundé au 651 15 27 27. BOA go to Doha. Le service bancaire, on peut dire, est presque inexistant au Cameroun. Parce que, on va dire, les banques sont en surliquidité, mais malheureusement, il y a plein d'opérateurs qui ont des projets, mais qui ne sont pas accompagnés ou qui ont du mal à se faire accompagner par les banques au Cameroun. Chaque jour, on crée des banques, on ouvre les structures financières, mais plein de Camerounais ont des projets dans les sacs et ils marchent comme ils peuvent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour être accompagnés par des banques, mais malheureusement, c'est pas facile. Donc, la banque n'accompagne que celui qui a déjà le minimum, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'on ne peut pas partir de rien et espérer être soutenu par une structure financière au Cameroun. Quand vous venez avec un projet et que la banque vous demande de couvrir ou bien apporter des garanties à 115%, mais à 120%, vous comprenez que si vous avez ces garanties, ça veut dire que vous êtes capable ou bien il y a possibilité de le financer de manière personnelle sans être accompagné par la banque. Donc la banque devait plutôt comprendre comment votre projet fonctionne. À la limite, peut-être faire intervenir des gens de la banque dans le processus de mise en place de bout en bout pour être sûr que les fonds qui sortent vont dans le projet et se rassurer des recouvrements au fur et à mesure bien de la sortie, si c'est une usine de production, de se rassurer des livraisons, des paiements des clients. Donc je pense que la banque devrait mettre en place un truc comme ça, je ne sais pas, mais je veux dire, je sais qu'ils ont peut-être quelque part raison aussi parce qu'ils ont été abusés, mais après, on se trouve avec plein de banques qui ont plein de sous, mais ne veulent donner à personne, donc ne veulent donner qu'à celui qui en a. Parce que vous allez constater, tous ceux qui ont des comptes bancaires un peu fournis, régulièrement, le banquier va vous appeler. Vous n'êtes pas intéressé pour un prêt, mais ouais, c'est parce que vous avez l'argent dans votre compte. Celui qui n'a rien, on ne va jamais l'appeler. Hein. C'est un peu ça, peu importe le projet qu'il va présenter. Voilà, c'était donc Ebenezer Tagankou, qui est le directeur général de Confex Oil. Là, on parle vraiment de grosses entreprises. L'observation que l'on fait également, c'est que lorsqu'on est déjà une grande entreprise de cette taille-là qui fait partie dans le pétrole et beaucoup d'autres choses également, le rapport avec le banquier est différent de celui avec une PME, par exemple. Oui, c'est tout à fait normal. Oui. On ne prête qu'aux riches. Non, pas du tout. Ou alors on prête facilement aux riches. Je ne dirais pas ça dans ce sens-là. Oui. Tout se résume à l'appréciation du risque. Oui. Lorsque vous avez une grande entreprise comme celle-là, ou bien comme Sonara ou comme tous les autres, le risque est assez maîtrisé. Oui. Parce que c'est d'abord une SA qui a des commissaires aux comptes, qui a une comptabilité qui est bien faite, qui est bien contrôlée par les impôts, Donc, le banquier est d'abord rassuré, plus ou moins, quand il va. Lorsqu'on va chez les PME, c'est beaucoup plus risqué. Lorsque vous regardez le taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont différents. C'est parce que le risque est différent. C'est comme si vous me dites, lorsque je prête à l'État du Cameroun, je dois avoir la même appréhension que je prête à une PME locale. Non.
Ça n'a pas de sens. Oui. Parce que le risque avec l'État du Cameroun, il est maîtrisé. La signature est bonne, les indicateurs sont au vert, donc je peux y aller. Oui. Et l'État ne fait jamais faillite. Bon, soit. Ensuite, lorsque je vais vers une PME, je peux trouver une PME qui repose uniquement sur une personne. Ça existe. Tout le risque se résume à cette personne-là. Si cette personne arrive à disparaître, c'est fini pour vous. Donc, le nombre de garanties que nous mettons dans ce type de PME et le taux d'intérêt, il est bien différent qu'avec une grande entreprise comme celle que vous venez de citer. Oui. Alors, et les taux d'intérêt, on l'a vu tout à l'heure, c'est 15%, pas plus de 15%. En taux d'intérêt effectif global. Oui, là, c'est pour les banques de premier ordre. Non, les banques. Les banques, voilà. Et les microfinances, on est autour de 30%. À peu près. Autour de... Je n'ai pas le taux des microfinances. Oui. Alors, mais il n'empêche que les gens estiment que les taux d'intérêt restent quand même élevés. Oui. Je pense qu'ils peuvent avoir de manière légitime cette préoccupation. Mais comment les taux d'intérêt sont fixés? Les taux d'intérêt sont fixés en fonction de 3 paramètres. Oui. Le premier paramètre, c'est le taux auquel vous avez collecté de la ressource. Je vous dis tout à l'heure qu'on va chercher l'épargne. Oui. Si je vais chercher, moi, l'épargne à 4%, à 5% ou à 6%, je ne peux pas vous faire un crédit à 6%. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si je vais chercher l'épargne à 2%, eh bien, écoutez, je vais vous faire un crédit à 5% sans problème. Oui. Parce que, comme je vous dis, je ne suis qu'un commerçant. Un commerçant, mais ça marche. Absolument. En fonction du risque. Donc, si les banques collectent, aujourd'hui, le taux moyen de collecte tourne autour de 5,5%. Lorsque nous allons chercher les dépôts à 5,5%, il faut bien que nous prêtions à du 8, du 9, du 10% pour tenir un coût de structure. Parce que nous aussi, on a des charges et on a une machine à faire tourner. Oui. Parlons à présent, monsieur le directeur général, si vous en avez convenance, des services bancaires. Là encore, il y a pas mal de plaintes. Le ministre des Finances a pris une décision il n'y a pas très longtemps pour rendre gratuit un certain nombre de services bancaires. Alors, est-ce que c'est une décision, quand vous regardez globalement, beaucoup de clients continuent de se plaindre qu'il y a des services qui sont payés alors que normalement, ça ne devrait pas? Non, je pense que c'est parce qu'on ne comprend peut-être pas bien la banque. Oui. On a comme l'impression que la banque est un service où on doit, de manière forte, venir se placer, obtenir de l'argent et partir. Oui. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La banque, c'est une organisation, je vous dis, c'est un commerçant qui doit faire tourner sa boutique, pour être plus clair. Donc, les services bancaires minimum garanti, donc le ministre des Finances a signé la note, n'est pas nouveau. Ça, c'est depuis 2 ans que nous travaillons dessus. Et pour certaines, comme la BGF Bank, nous avons anticipé, parce que c'est communautaire. C'est communautaire, c'est dans la sous-région que ce processus-là est enclenché. Nous avons anticipé en mettant beaucoup de services assez gratuits au niveau des clients, surtout des particuliers, parce qu'on parle beaucoup plus des particuliers. Des particuliers, oui. Voilà. Donc, ces particuliers-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste au niveau des banques? C'est que vous arrivez, vous déposez votre argent et à la fin, vous venez prendre un crédit, consommation pour rénover votre maison. Vous venez prendre un crédit auto pour acheter une nouvelle voiture. Vous venez prendre un crédit immobilier pour construire une nouvelle maison. Vous venez prendre un crédit scolaire pour envoyer vos enfants à l'école. Vous venez prendre un crédit qu'on appelle aujourd'hui crédit étudiant pour envoyer vos enfants à l'étranger pour ceux qui veulent que les enfants soient de l'autre côté. Donc, nous essayons, nous, de rendre ce service-là aux particuliers en perdant un peu d'argent que nous pensons pouvoir récupérer ailleurs. Alors, je prends un service, par exemple, c'est le versement déplacé. Est-ce qu'un tel service doit être payant? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas souvenir, peut-être sauf une ou 2 banques qui avaient encore ce service-là, que ce service-là doit être payant. En principe, ce service, il est gratuit. Ça fait 11 ans que nous sommes au Cameroun, et depuis que nous sommes au Cameroun, pour nous, ce service est gratuit, parce que nous nous considérons comme One Bank. Partout où nous nous trouvons, c'est banque. On n'a pas besoin de savoir que nous sommes sur l'agence de Bafoussam, ou bien sur l'agence de Bamenda, ou l'agence de Douala. Toute l'agence
Partout où BGFI se trouve, c'est une seule banque. Et je pense que l'ensemble des banquiers aujourd'hui pour ce service-là, je suis plus sûr que ça existe en termes de paiement. Alors, il y a également un autre problème. Là, c'est des problèmes de lenteur, c'est la compensation. C'est-à-dire que vous avez un chèque d'une banque que vous devez mettre sur votre compte et vous êtes dans une autre banque. Pourquoi cela prend autant de temps pour gérer la compensation? Non, je suis surpris. Oui. La compensation est encadrée. Pourquoi je ne peux pas prendre un chèque de BGFI et aller le toucher chez Afriland First Bank au même moment? Non, vous le touchez, mais en le déposant dans votre compte. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a le phénomène. À l'époque, on avait des chèques qui étaient des chèques libres. Aujourd'hui, on a le phénomène des chèques barrés. Oui. Les chèques barrés, vous ne pouvez que le toucher pour vous-même. Lorsque moi, avec Almamad, je vous donne un chèque, vous, Jean-Bruno Tagneux, vous ne pouvez pas aller à la caisse toucher ce chèque-là. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on encourage aussi la bancarisation. Parce que si vous allez à la caisse toucher ce chèque, vous n'allez jamais ouvrir un compte bancaire. Et vous n'allez jamais suivre le processus normal. Et aujourd'hui, on est quand même contraint de le faire parce que on a beaucoup de problématiques liées à la lutte anti-blanchiment, on a beaucoup de problématiques liées à la lutte antiterroriste. Oui. Donc, sur ces bases-là, on préfère faire en sorte que l'ensemble des flux financiers passent par des comptes. Oui. Il faut qu'il y ait une traçabilité, il faut qu'on puisse suivre. Donc, le chèque que moi, je peux vous donner, vous allez aller déposer ça dans votre compte à Afriland First Bank. Mais lorsque vous déposez dans votre compte, il faut savoir qu'il y a un système mis en place par la Banque centrale qu'on appelle SISTAC, qui permet à toutes les banques d'être connectées et avec des heures assez précises. Oui. Ça veut dire que si vous allez déposer votre chèque chez Afriland avant 11 h du matin, le chèque va être scanné et sera payé en fin de journée pour que le lendemain, vous ayez l'argent dans votre compte. Mais si vous allez déposer votre chèque à la clôture de la plateforme, votre chèque sera donc mis sur la plateforme le lendemain. Oui. Donc, dans tous les cas, je pense que 48 heures, vous avez votre argent. Il y a également un certain nombre de problèmes avec les transactions financières avec l'étranger, notamment en ce qui concerne les hommes d'affaires. Vous avez un fournisseur en Chine, vous commandez des marchandises de 100 millions, moi je ne parle qu'en centaines de millions. Hein. Alors, ça également, il y a pas mal de tracasseries. Hein. Je ne dirais pas de tracasserie. Oui. On a une réglementation. Oui. Il y a une réglementation qui est entrée en vigueur et je pense que pour notre bien à nous tous, nous devons pouvoir la respecter. Oui. Pour une raison simple. La Banque centrale gère la monnaie, ce qu'on appelle les réserves monétaires. Aujourd'hui, si nos réserves monétaires diminuent, nous courons tout droit vers ce que tout le monde redoute, qui est aujourd'hui une dévaluation. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Non. C'est pour ça que la Banque centrale met une réglementation de change pour pouvoir tenir. Mais il faut savoir d'abord, avant que cette réglementation de change ne soit abordée, que tout se résume au niveau de notre balance commerciale. Notre balance commerciale aujourd'hui, lorsque vous prenez le cas du Cameroun, elle est déficitaire. Déficitaire, oui. Mais elle est déficitaire pourquoi? Pour deux produits. Parce qu'on n'exporte pas assez. Oui. Pour deux produits. Oui. Parce qu'on n'exporte pas assez et qu'on importe tout. Tout. Voilà. Mais les deux produits qui déséquilibrent notre balance commerciale, c'est le poisson et c'est le riz. Le riz. Alors, si nous développons... Ça veut dire que la banque, comme la banque centrale, peut parfois avoir des problèmes de devises. Tout à fait. Si on sort tout notre argent pour acquérir des biens et services à l'étranger et on n'a pas suffisamment de devises et puis on... C'est exactement ça le problème. Oui. Aujourd'hui, lorsque nous allons tous arriver à faire en sorte que, ayant identifié par exemple les deux produits qui déséquilibrent notre balance commerciale, mener des politiques locales pour que nous cultivons plus de riz ici, pour que nous élevons plus de poissons ici, nous avons de l'eau, nous avons des terrains qui peuvent nous permettre de faire de la culture du riz. Lorsque nous allons le faire, nous allons commencer à équilibrer beaucoup plus notre balance commerciale et avoir beaucoup plus de devises. Je vous prends le cas simple. Oui. Lorsque vous allez en Afrique de l'Ouest, en début d'année par exemple, ils étaient à 10 mois dans leur compte d'exportation à l'étranger, à la Banque de France. Nous, en Afrique centrale, on n'avait que 3 mois d'exportation dans notre compte à la Banque centrale de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus des économies qui sont tournées vers l'extérieur en Afrique centrale. Oui. Une économie trop extravertie. Elle est trop extravertie. Oui. Donc, c'est pour ça que la Banque centrale met en place une politique
de réglementation d'échange pour pouvoir réguler ce taux et pour avoir beaucoup plus de devises. Si vous envoyez vos 100 millions que vous dites en Chine, si la Banque centrale n'a pas de devises, on ne pourra pas payer. Oui, ça traîne. Voilà. Donc, il faudrait que nous aussi, on fasse d'abord notre rôle avant. Et maintenant, effectivement, la Banque centrale jouera aussi son rôle. Oui. Alors, petite satisfaction quand même pour vous, banquiers africains, c'est le mobile banking qui a quand même connu un boom extraordinaire en Afrique. Et je pense que sur ce pan-là, les banques africaines ont même des leçons à donner aux banques occidentales où les transactions, le mobile banking est assez développé chez nous, non? Ça a été quand même une innovation. Oui, le mobile banking est très développé. Lorsque vous partez dans des pays comme le Kenya, je pense que le Kenya, avec 90 milliards de flux qui tournent par mois dans le mobile banking, 90 milliards. C'est assez énorme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est assez important. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a carrément des banques qui sont associées à du mobile banking. Aujourd'hui, au Cameroun, lorsque vous allez dans tous les villages, vous avez quand même ce mobile banking-là qui permet aux populations d'avoir la petite culture bancaire d'abord avant d'arriver vraiment à la banque. Donc, pour nous, c'est une réussite et ça nous permet, nous, d'assez facilement arriver dans les villages pour leur proposer un service bancaire de qualité. Alors, parlons à présent de quelque chose qui me semble également important, c'est le rôle que joue le régulateur dans le fonctionnement du système bancaire, notamment ici chez nous. Alors, est-ce que le régulateur, vous le considérez comme, est-ce qu'il joue véritablement son rôle de gendarme ou alors il est finalement un tortionnaire? Parce qu'en discutant avec quelques banquiers, il y a pas mal, ils estiment qu'il y a beaucoup d'entraves qui viennent du régulateur. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que le régulateur, finalement, il est gendarme ou tortionnaire à vos yeux? Non, ce qu'il faut savoir, le métier de banquier, c'est un métier qui doit être réglementé. Oui. Parce que nous avons, on va dire, la vie de certaines personnes entre nos mains. Parce que lorsque vous perdez votre argent, vous avez pratiquement perdu votre vie pour certains. Donc, c'est un métier qui doit être réglementé. Et pour que ce métier marche, on a mis en place des lois et règlements. Si vous remontez dans les années, on va dire, 90, un peu moins, vous avez ici en Afrique centrale et partout ailleurs une recrudescence des faillites des banques. Mais les faillites des banques, c'était parce qu'il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de règlement. Donc, on ne va pas reprocher à ce gendarme-là qui joue son rôle régalien de dire qu'il y a trop d'entraves. Non, il y a des lois, des règlements qui sont mis en place. On nous dit, vous exercez votre fonction en fonction. Vous exercez votre métier plutôt en fonction de ces lois et règlements. Le gendarme de l'Afrique centrale, la Commission bancaire d'Afrique centrale, mais joue son rôle. Elle passe à ce qu'on appelle des contrôles sur place, des contrôles sur pièce, et nous faisons des reportings chaque mois à la Banque centrale. Il y a des indicateurs qui sont bien fixés dans les banques. Donc, il faut faire régulièrement des audits des banques pour essayer de voir clair dans le fonctionnement. La Banque centrale le fait, la Commission bancaire d'Afrique centrale le fait. Très bien. Et au travers des reportings que nous envoyons tous les mois, le gendarme peut déjà voir s'il y a des alertes dans une banque et en plus, donc, au-delà de cela, faire une mission sur place. Je pense que la Commission bancaire joue son rôle. C'est à nous, les banquiers, de nous conformer aux lois et règlements qui sont mis en place. Les lois et les règlements sont là pour protéger notre métier et in fine protéger l'épargne publique. On observe, on va bientôt sortir de cette émission, on a observé ces derniers temps une véritable envolée du dollar par rapport à l'euro. C'est vrai qu'il y a une parité fixe entre l'euro et le franc CFA, donc théoriquement, il n'y a pas vraiment de souci. Mais alors, est-ce que cette montée en puissance du dollar par rapport à l'euro se fait ressentir dans les banques, dans votre quotidien de banquier? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vais peut-être répondre à votre question en allant d'abord sur le plan général. Oui. Aujourd'hui, nous observons une flambée du dollar. Oui. Il faut dire, par exemple, pour revenir à l'État du Cameroun, quelques emprunts sont réalisés en dollars, la plupart. Parce que là, on parle de Exim Chine, de Exim Turquie, tout ça est réalisé en dollars. En dollars, oui. Et lorsque vous réalisez un emprunt en dollars, le remboursement se fait aussi en dollars. Ah oui.
Le remboursement en dollars, c'est fait au moment du remboursement au cours. Ce n'est pas au cours de l'époque où on a fait... Non, vous remboursez au cours du dollar. Au cours actuel. Vous remboursez au cours actuel du dollar. Oui. Parce que moi, si vous me devez 100 $, le jour où vous devez me rembourser, vous me remboursez 100 $. Oui. Les 100 $, c'est au cours du jour. Oui. Ce que l'État fait, il y a des mécanismes pour prendre, il y a des instruments pour juguler cela, mais ces instruments, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que plus on a les envolées, plus il faut mettre ces instruments-là lorsqu'on prend du crédit à l'extérieur. Donc, ça, c'est déjà un impact. Ensuite, pour nous autres, aujourd'hui, la plupart, on a parlé d'une entreprise pétrolière tout à l'heure. Oui, oui. Confex, oui. Tout ça se gère par dollars. Aujourd'hui, il y a quelques lettres de crédit qui se font en euros, mais beaucoup plus, ce secteur qui est lié au pétrole se fait en dollars. Lorsque le cours augmente, ça veut dire que les populations ici, ou bien l'entreprise doit aussi payer beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu déjà dans son budget. Oui. Donc nous, on observe quand même un certain ralentissement lorsque cette monnaie est haute, parce que nous commerçons beaucoup avec cette monnaie-là aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc ça a un impact majeur dans notre quotidien. C'est inquiétant. Je dirais pas inquiétant parce que... parce que plus une monnaie forte opère comme un impôt, hein. Bien sûr. Donc c'est quelque chose de terrible quand même, parce que oui. Oui, je dirais que nous avons connu peut-être ça aussi par le passé. Je pense que ça va redescendre. Oui. Mais pour l'instant, nous essayons de nous adapter. Nous sommes plus à l'aise avec l'euro, où la parité est fixe. Elle est fixe, oui. Mais nous avons des pays où nous n'avons pas le choix que de faire du dollar. Lorsque tout à l'heure vous parlez de la Chine, oui. Lorsque vous parlez des autres pays, nous sommes obligés d'aller sur cette monnaie-là qui est la monnaie internationale en termes d'échange aujourd'hui, mais ça coûte beaucoup plus cher aux entreprises. Oui. Voilà. On va bientôt sortir de cette émission, je le disais. Quand on est un banquier comme vous, c'est quoi le problème d'un banquier? Écoutez, le problème d'un banquier, je pense que nous, on est payé pour gérer le risque. Oui. Donc tous les matins, quand on se réveille, on se dit comment on va gérer le risque. Le risque qu'on gère, mon problème le particulier, c'est que l'argent que je donne me soit remboursé. Oui. Sinon, vous voyez, les 700 milliards que je citais tout à l'heure ne va qu'augmenter. Et lorsque l'argent n'est pas remboursé dans les banques, ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers puisent dans leurs ressources, puisent dans leurs résultats pour rembourser cet argent-là. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez pris un emprunt, un crédit de 1 milliard que vous n'avez pas remboursé, moi, je dois passer une provision, c'est-à-dire que j'enlève 1 milliard dans mon résultat pour mettre ça en provision par rapport à ce crédit-là. Oui. Donc, pour moi, les banquiers, c'est ma hantise. Oui. C'est ça qui m'empêche de dormir. Oui. Il faudrait que le risque que je prends en termes de crédit, que le crédit soit remboursé. Est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel ça commence à être un problème pour une banque? Oui. Oui. Ça dépend des banques. Quel est-il, oui. Pour nous, par exemple, la BGFI Bank, nous avons un seuil qui est de 2% de notre portefeuille global. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend l'ensemble des crédits que nous avons octroyés, et si le non-remboursement atteint 2% de l'ensemble, ça devient inquiétant. Oui. Pour d'autres, c'est 5%. Pour d'autres, c'est encore moins. Donc ça dépend, mais il y a toujours des seuils pour nous permettre d'avoir l'alerte. Oui. Abakal Mahamat, merci. C'est moi qui vous remercie. L'argent ne fait pas de bruit. Merci. Je sais que ça a été un crève-cœur pour vous de venir dans cette émission. Merci infiniment, en tout cas, pour toutes ces explications. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Boa go to Doha. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-nous vous transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lions. Tous derrière les Lions. Boa go to Doha, charter de touche à tout en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact à Douala au 670 51 15 98 ou le 696 40 05 31.
à Yaoundé au 651 15 27 27. Boa, go to Doha. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Bienvenue chez Bill Automobile. Bill Automobile est une entreprise spécialisée dans l'achat et l'expédition professionnelle des véhicules et engins vers le continent africain. Bill Automobile vous donne également la possibilité de faire du groupage à destination du Cameroun et surtout met à votre disposition un espace de stockage sécurisé. Bill Automobile, l'envie de vous servir.